Nous allons commencer. Je vais commencer, mais avant, je voudrais vous présenter Monsieur Christophe Bory, qui est donc architecte, qui en plus est membre de l'ICOMOS et a été autrefois, il y a quelques années, en charge de tout le patrimoine Le Corbusier à Firminy, et puis pour des raisons d'évolution politique, aujourd'hui il ne l'est plus, mais est membre de l'ICOMOS. Donc il va vous parler à la fois du Corbusier et de tout le mouvement d'architecture contemporain. Et moi, je vais commencer par introduire en quelque sorte, de manière un petit peu, on va dire, provocatrice, le sujet en posant des questions de patrimonialisme. Donc, je ne vais pas aller sur l'histoire de l'architecture contemporaine, mais je vais vous poser des questions. On va se poser des questions et des interrogations sans forcément apporter toutes les réponses. Il y en a quelques-unes et qui vous permettront tout à l'heure de réfléchir dans le World Café autour d'un thème dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, ma présentation qui va durer une toute petite heure porte donc sur le patrimoine architectural européen des questions. N'oubliez jamais que Métis, le problème c'est en quoi la culture et le patrimoine peuvent fournir et alimenter une forme d'identité européenne, en quoi est-ce qu'il existe un patrimoine européen, un patrimoine pour les Européens, c'est encore un petit peu différent, quel patrimoine pour quels Européens. Donc aujourd'hui c'est un peu le dernier messie qui va permettre de souder, d'apporter un espèce de consensus dans une Europe qui se porte très très mal. Voilà, alors le début du... On va lancer le diaporama et si jamais vous avez des choses que... Mince. Aurélie, c'est parti sur le côté, alors moi je ne sais pas faire quand c'est... Ah, il est là. Non, voilà. Pour traiter ce sujet, donc, qui est dans la ligne de ce qu'on a fait depuis que vous écoutez, vous assistez à ce module européen, pour traiter le sujet, trois points. Un premier qui me paraît très important parce que vous êtes dans la formation métier des patrimoines, la place de l'architecture dans le patrimoine européen, l'architecture dans les conventions, quelques textes, et l'architecte européen et le patrimoine. J'aurais pu dire l'architecte tout court et le patrimoine. Aujourd'hui, vous allez le voir autour des questions qu'on se pose, l'architecte a un rôle un peu clé, à condition qu'il veuille bien évoluer, comme le patrimonialiste ou l'historien, vers des formes pluridisciplinaires. Aujourd'hui, on ne peut plus traiter une ville, on ne peut plus traiter un site patrimonial tout seul dans son coin, uniquement comme architecte, uniquement comme historien, uniquement comme plasticien. Il faut avoir recours à une rencontre des différentes disciplines. Donc, il me paraît important de faire une sorte de focus sur cet architecte européen et le patrimoine et ses nouvelles relations avec justement tout ce qui est bien entendu expertise, évaluation, mais aussi tout simplement réhabilitation, restauration, voire destruction. Ensuite, nous partirons sur deux exemples de patrimoine architecturaux européens qui interrogent complètement, apparemment à l'opposé, pas tant que ça. Un sur l'Europe de l'Ouest, où l'architecture française au XVIIIe, un patrimoine européen modèle, c'est un des rares moments de l'histoire de l'Europe où il y a eu véritablement dans toute l'Europe, et vous allez voir, je vais faire une sorte de catalogue un peu pesant, mais pour vous montrer à quel point c'est vrai, pratiquement dans toute l'Europe, au même moment, pendant ce XVIIIe très européen, très cosmopolite, il y a eu un patrimoine européen commun qui était le patrimoine français. Pour des raisons qui se rapprochent du deuxième, pas totalement, et l'architecture communiste ou socialiste moderne, comme on l'appelle, un patrimoine européen, et pour le coup, qui a existé pour l'Europe de l'Est, donc c'est juste deux éléments contradictoires pour l'Europe de l'Est. J'ai mis encombrant parce qu'aujourd'hui, il pose un certain nombre de problèmes, et justement, il révèle des problèmes nationalistes, et par la force des choses, des problèmes européens. La troisième question, c'est quand on est historien, on fait tout en trois questions, mais ça apparaît pas parce que c'est tout simplement des questions. Alors je reviens un peu en arrière, voilà.
des grandes questions, c'est juste en dessous, des grandes questions autour justement, qu'est-ce qu'on fait de ce patrimoine européen, alors pas celui du 18e, parce qu'il est totalement patrimonialisé et totalement, on va dire, muséifié et parfois même promu par, je pense à l'Europe de l'Est et au château de Sans Souci de Potsdam, qui a été proposé à l'UNESCO par la RDA, donc avec le souci d'intégrer ce patrimoine dans leur histoire, ce qu'aujourd'hui les contemporains allemands, en Berlin en particulier, ne font plus. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont quand même très intéressantes par rapport à ce patrimoine. Alors on va d'abord commencer par la première partie, la place de l'architecture dans le patrimoine. Je voulais simplement dire qu'il y a eu très tôt, de la part de l'Europe, des interrogations autour de la place de l'architecture. Ce n'est pas anormal dans la mesure où vous savez qu'au départ, le patrimoine est un patrimoine essentiellement matériel, mobilier, occidental, avant les visées et les vues et l'influence asiatique avec le patrimoine immatériel. Il n'est donc pas anormal que l'Europe se penche sur ce qui était le plus évident à l'époque, à savoir le patrimoine, on va dire, européen, mobilier, les châteaux, bien sûr, mais pas que. Et dès les années 1960, il y a dans la Commission européenne des rapports qui sont demandés pour justement faire d'abord l'inventaire, pour voir qu'est-ce qu'il faut, c'est toujours la même chose, faire l'inventaire de la protection, voir comment on peut réanimer, c'est le mot de l'époque, on l'utilise plus aujourd'hui, et aménager déjà le territoire, une sorte d'aménagement du territoire qui est à penser, et une politique de sauvegarde. Et l'idée est intéressante dès les années 60, car on voit qu'il y a une volonté de mettre en place des politiques communes et des politiques identiques un peu partout dans cette Europe naissante. Il y a en 1969 une grande conférence, c'est-à-dire une immense réunion proposée par le Conseil de l'Europe, où on propose justement un programme de coopération inter-européenne sur ce problème et qui donnera d'ailleurs dans l'année 75, l'année 75 sera l'année du patrimoine architectural. Il est demandé de sélectionner des monuments exemplaires et de rédiger une charte européenne de l'architecture patrimoniale, ce qui sera d'ailleurs fait en 75. Et puis il y aura aussi, bien entendu, d'autres. Et elle est intéressante, cette charte pour le patrimoine architectural. Elle proclame, elle dit, l'article 10 est intéressant, le patrimoine architectural est le bien commun de notre continent. Donc vous voyez, c'est même très fort. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui on puisse dire ça d'une manière aussi nette. Et il y a l'idée d'avoir un même vocabulaire, d'avoir une mission commune sur le patrimoine, une action concertée. Au fond, ce qui manque encore aujourd'hui est énoncé à cette époque. Et puis, il y a d'autres conventions, d'autres textes, vous trouverez tout sur Internet. Ce n'est pas quelque chose qui est inconnu au bataillon. Et vous avez aussi, depuis, c'est quelque chose qui s'est rajouté autour, en particulier, du rôle de l'architecte, des architectes européens, et toute une série de publications dans les années récentes, 2010, 2012, autour de la position de l'architecte par rapport au patrimoine. Sans doute aussi, faut-il prendre en compte le fait que dans les instances comme l'ICOMOS, comme le Centre du patrimoine mondial et autres, aujourd'hui, on a besoin, en plus des architectes, d'experts qui ne sont plus uniquement sur le dur, la pierre, le mobilier, mais l'immobilier, mais aussi sur l'ethno, sur la mémoire, sur l'histoire, etc., etc. Et donc, on redéfinit le rôle de l'architecte. Et c'est ce que je voulais dire, l'architecte européen et le patrimoine. Alors, tout le monde connaît les grandes stars de l'architecture. Ce n'est pas ceux-là, forcément, qui sont les plus intéressants, qui ont un geste architectural très particulier. Ceux qui sont les plus intéressants, ce sont ceux qui travaillent sur le terrain et qui sont confrontés aux problèmes patrimoniaux et aux problèmes, quand on leur dit, le patrimoine architectural est le bien commun de l'Europe, comment peut-on faire à notre échelle, à chaque niveau, pour que ce soit le cas. Et alors, ils ont été très étudiés par les sociologues, ces architectes, et aujourd'hui, on sait que la profession est de plus en plus complexe et il y a de fortes impulsions qui sont données dans les écoles d'archi européennes. Toutes ne l'appliquent pas, bien entendu. Certaines sont plus réfractaires que d'autres, en particulier un peu en France, pour que l'architecte s'ouvre à d'autres disciplines que la seule discipline
architecture pour qu'il ne soit pas qu'un architecte, j'allais dire de logement ou de maisons particulières, mais pas seulement de bâtiments publics, mais qu'il se frotte aux autres disciplines. Et aujourd'hui, dans certains pays d'Europe, je pense en Hollande en particulier, vous avez cette ouverture qui modifie le rôle de l'architecte et qui fait que cet architecte peut avoir un rôle déterminant dans la restructuration d'une ville, dans l'urbanisme, dans les plans locaux d'urbanisme, etc., ce qui le positionne comme une espèce d'agent, un pivot en quelque sorte, de la rénovation urbaine et plus. Et aujourd'hui, on voit que cette profession de l'architecte, elle devient, mais c'est aussi sensible dans d'autres secteurs, un peu interdisciplinaire, et que, un peu comme ceux qui sont en M1 ont vu des ingénieurs de l'ENTPE venir chez nous pour comprendre ce que c'est que le patrimoine quand ils sont fonctionnaires dans un ministère, dans une préfecture, et qu'on leur confie un vieux secteur de la ville à rénover. Ce sont des ingénieurs des travaux publics, ce ne sont pas des patrimonialistes, ce ne sont pas des architectes non plus. Donc aujourd'hui, on ne peut plus se passer de ces compétences interdisciplinaires. Et c'est très important, et il est sûr que s'il y avait un corps d'architectes européens qui ait la même vocation, les mêmes méthodes, etc., ça faciliterait peut-être aussi la prise de conscience d'un patrimoine européen. Voilà. Donc, c'était un petit focus là-dessus. Je suis persuadée que vous aurez des choses beaucoup plus intéressantes tout à l'heure avec quelqu'un qui est de la profession plutôt que moi. Deux exemples de patrimoine architecturaux qu'on peut qualifier de patrimoine européen. Voilà, un patrimoine européen. Pour quels Européens? Pour quelle Europe? Et j'ai pris volontairement deux échelles temporelles différentes, le 18e et l'autre échelle qui est l'époque contemporaine. J'ai pris deux Europes différentes, l'Europe de l'Ouest et en partie aussi l'Europe de l'Est, parce que vous allez voir que l'influence européenne, elle est partie très très loin en Europe de l'Est, et l'Europe de l'Est stricto sensu de l'époque contemporaine. Ces deux exemples sont intéressants sur le plan historique, puisque, je répète, le XVIIIe est sans doute un des siècles où il y avait de plus d'échanges en Europe, d'échanges d'érudits, on parle toujours d'un certain niveau de la société, des échanges, des correspondances, des voyages, on bougeait beaucoup. Il n'y a pas que Voltaire qui est allé à Sans Souci à Potsdam, il n'y a pas que Diderot qui est allé voir la Grande Catherine. Vous aviez des échanges commerciaux, des échanges intellectuels, des échanges politiques, des échanges tout simplement de réseaux dans cette Europe, et on peut parler d'une Europe européenne et donc d'un patrimoine européen. Certes, dirigé par la France à l'époque, c'est la grande période française. Il y a une fascination de l'Europe pour la France qui apparaît comme un phare culturel, intellectuel, et en particulier par quelque chose et politique, et ce politique se concrétise dans le patrimoine architectural. Bien plus que dans la philosophie, bien plus que dans la littérature, il se concrétise dans le patrimoine architectural. Et l'exemple le plus caractéristique, et ça va vous faire catalogue, mais c'est volontaire, l'exemple le plus caractéristique, c'est le fameux Versailles européen, qui est un élément tout à fait, alors là pour le coup, totalement européen, avec des copies, et c'est très intéressant parce que ça va très loin. Ce patrimoine français, il est copié partout en Europe, mais chaque fois qu'il est copié, on y ajoute une petite touche, non pas nationaliste. En Allemagne, il n'y a pas de nation allemande, mais une petite touche locale, une touche qui est très particulière, ce qui fait que ce patrimoine, il est à la fois national et profondément européen. Celui-là ne pose aucun problème aujourd'hui. Il a été très souvent labellisé patrimoine mondial UNESCO ou monument historique, et il est, dans certains cas, très muséifié. C'est le cas de Versailles lui-même, ou de Sans Souci à Potsdam, mais il peut être aussi encore quelque chose de vitalisé qui est utilisé comme bâtiment public ou autre. C'est aussi une marque, ça, d'un patrimoine qui est extrêmement vivant, qu'on retrouvera d'ailleurs dans le patrimoine de l'Europe de l'Est, même si ce patrimoine est parfois un peu décrié. Alors, ça fait catalogue, j'en ai parfaitement conscience, je répète, c'est totalement volontaire. Vous avez les châteaux d'Augustsburg et Falkenhöst à Brühl, qui est en Rhénanie.
Ce sont des châteaux qui ne sont pas connus, alors ils ne sont pas patrimoine mondial de l'humanité, ils sont peut-être même pas monuments historiques, ils sont simplement des châteaux qui, dans certains cas, sont utilisés pour être visités ou sont utilisés pour être tout simplement des bâtiments publics. Donc vous avez, mais vous voyez, avec une adaptation, quand je parle de Versailles, on retrouve de Versailles le rythme ternaire, le système en U avec un îlot central et surtout, bien sûr, la présence des jardins. Parce qu'on copie le château, on copie les jardins, on patrimonialise, on s'approprie en quelque sorte ce patrimoine pour s'approprier aussi quelque part le pouvoir qui est derrière. Et ce pouvoir est un pouvoir absolu, c'est pour ça qu'on peut faire des comparaisons avec l'Europe de l'Est, mais c'est un pouvoir qui est tellement absolu qu'il va dans tous les secteurs de la société, de l'art, etc. Autre exemple, Mannheim Schloss, 1760, donc là, c'est devenu un bâtiment public. Vous retrouvez aussi un certain nombre d'éléments, j'allais dire de critères versaillais à l'intérieur du château, tout en ayant la marque avec la brique, avec la forme qui est pyramidale du centre, etc., etc. Vous trouvez, autre exemple, Ludwigsburg. Donc, Ludwigsburg, c'est exactement le même système. C'est un château qui est utilisé pour à la fois les visites, mais également comme des bâtiments officiels, parfois très souvent culturels. Autre exemple, Schwetzingen, je suis sûr que vous ne savez pas où c'est, moi non plus je ne savais pas où c'était, et c'est en Bade-Württemberg, où vous avez, on vous présente le château, on vous dit c'est le petit Versailles du Bade-Württemberg. Bien sûr, Karlsruhe, avec les jardins et le château, là on a vraiment les deux, des châteaux qui veulent imiter le jardin qui veut imiter les jardins de Versailles, avec le jardin à la française, très peu d'influence du jardin anglais dans ces châteaux, y compris au XIXe siècle, avec voilà, de la ferronnerie, avec des bassins, avec des jets d'eau. Nous sommes en Bade-Württemberg, c'est une région qui est associée à la région Rhône-Alpes, hein, avec la capitale qui est Stuttgart. Autre exemple, là on est à Schlesien, je ne sais pas si je prononce bien, du côté donc en Autriche, du côté de Munich, et vous avez aussi présentation, château, versaillais, imitation, copie de Versailles, etc. Avec, vous le voyez bien, les adaptations, ne serait-ce que les toits, par exemple, qui permettent de faire glisser la neige quand il y en a en abondance, ce qui n'est pas le cas à Versailles. Voilà d'autres images du dit château. Vous avez ici un château qui est Nordkirchen, qui est dans le nord de la Rhénanie, où là, on dit que c'est une copie de Versailles. Donc tous ces châteaux, c'est 1700 jusqu'à à peu près 1780. Ils ont été construits, j'aurais pu vous donner les dates, très souvent, c'est celui-là, il a été fini en 1726. Voilà. Donc, avec, bien sûr, une adaptation aussi à l'environnement. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on prend le modèle et on l'adapte. Et là, on voit l'interaction entre le national et, j'allais dire, l'européen. Würzburg, c'est en Bavière. Il est patrimoine mondial de l'humanité depuis 81, et jardin et château, avec un intérieur où on voit très fortement l'influence baroque, mais l'influence baroque allemande, l'influence baroque qui n'est pas, sort en quelque sorte à l'intérieur de l'influence baroque française. Vous voyez, avec une abondance, ce qu'on trouve, avec aussi une restauration qui est parfois un peu violente, hein, dans la restauration des ors en particulier. Voilà le plan, comme on voit des plans de Versailles, voilà le jardin, avec tout ce qui est attribué autour. Autre exemple, le château de Wilhelmshöh, je ne sais pas comment ça se prononce, à Cassel, qui lui va être construit en 1786. Et là, on commence à voir apparaître quelque chose qui sort du classicisme versaillais, qui est le retour du néoclassique avec l'influence grecque, et aussi, on trouverait ce type de château aussi en Angleterre, avec un aspect beaucoup plus massif que Versailles. Bien sûr, Eremkimsee, les châteaux de Louis II de Bavière, alors lui, il est typiquement, il se veut versaillais, alors que les autres châteaux sont plutôt celui, je ne me souviens plus de son nom, qui est très très médiéval, n'a pas du tout cette impression, avec la présence d'une galerie des glaces à l'intérieur, copie de la galerie des glaces, avec la chambre du roi, copie de la chambre du roi, les escaliers monumentaux, mais tout de même avec un décor qui est un décor très allemand, entre guillemets, et très autrichien. Voilà, et puis les jardins.
Et puis, nous sommes, je vous ai balayé l'Allemagne, l'Autriche, les pays allemands, je ne devrais pas dire l'Allemagne et l'Autriche, mais il y a eu aussi en Europe méditerranéenne le château en Espagne de la Granja, qui est un château national royal, avec toujours, alors là on retrouve le rythme ternaire, on retrouve les jardins, voilà l'intérieur. Je vous passe assez vite parce que, avec bien sûr, par contre, l'influence du baroque hispanique, les jardins, un peu les fabriques qu'on trouve aussi à Versailles et dans les châteaux français. Ça, c'est très le sphinx, la sphinge. C'est un rappel qui est très presque Renaissance en quelque sorte. Bien sûr, en France, on va pas le château de Lunéville qui a brûlé il n'y a pas si longtemps, qui est en complète restauration à l'identique avec la restauration des charpentes, je vous ai montré, donc qu'on fait visiter aujourd'hui en titre de château en cours de restauration. Nous sommes là au nord nous sommes en Suède. Et vous avez aussi en Suède, vous avez même très loin, puisque dans le jardin, on a les chinoiseries revues et corrigées à la française, voilà, les Cobbins. Et puis bien sûr, retour en Allemagne, à Berlin, à côté de Berlin, à Potsdam, avec le château de Sans Souci. Donc le jardin, avec tout un système, là ce sont des vignes qui sont dans le jardin. Voilà le château de Sans Souci, avec une adaptation à l'allemande. Regardez quelque chose de tout à fait intéressant. Ce sont les horloges qui sont disposées sur le château de Sans Souci. Le temps commence à avoir une véritable importance. Ce n'est pas encore time is money, mais ça va le venir. Avec les couleurs qui sont... et aussi le côté intimiste qu'a voulu Frédéric II de Prusse pour le château de Sans Souci. Vous savez qu'à l'époque, on parle français. Frédéric II écrit des poèmes en français. Donc, le fait d'installer un château à la française est tout à fait logique. C'est même quelque chose... C'est tellement logique et européen que Frédéric II va presque faire abandonner les langues nationales qu'on considère très souvent comme un peu rustres. Catherine II disait, c'était une Allemande, Catherine II, de Russie, la grande Catherine, et elle disait le russe est une langue pour les moudjiks. Alors la vraie langue, c'est le français. Et elle parlait le français, elle pouvait discuter d'ailleurs avec les philosophes complètement en français. Les jardins de Sans Souci a été proposé par la RDA, par les communistes, pour être patrimoine mondial de l'humanité, car ils ont eu, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, ils ont eu l'intelligence d'intégrer ce patrimoine, peut-être parce qu'il était très européen, à l'intérieur de leur histoire. Et c'est eux qui ont proposé le classement, et ils n'ont pas cherché à alors, Potsdam, entre parenthèses, a été vidé par les Russes lors de la Seconde Guerre mondiale, et ils ont emmené, il y a eu beaucoup de vandalisme, ils ont emmené un certain nombre de collections, qu'ils ont d'ailleurs gardées, et qu'ils ont rendues à la RDA dans les années 1954-58 pour repeupler l'intérieur. Quand on visite Potsdam, on visite plus les jardins que véritablement l'intérieur. Mais il y a une véritable prise de conscience de la part de la RDA qu'il y a une forme de... Ce patrimoine est européen, mais ce patrimoine est aussi, j'allais dire prussien, et aussi allemand. Et c'est eux qui proposent. Aujourd'hui, la réunification de l'Allemagne a tendance, d'une manière générale, à gommer toute la période communiste, bien sûr, dans la partie Europe de l'Est, mais plus à gommer aussi toute la partie architecturale nazie. C'est-à-dire qu'il y a une non-intégration dans l'histoire de patrimoines qui sont des patrimoines, désolés, européens. Il faut aussi l'admettre. Avec donc, vous avez Vienne, Schönbrunn, le château de Sissi, mais surtout de François-Joseph, puisqu'il y décédera en 1911. Ce château est un château qui vraiment se veut une copie de Versailles. Quand on visite les jardins, d'ailleurs, c'est vrai. Voilà le château l'hiver, très très beau château où ne sont présentées que quelques pièces. Si je ne dis pas de bêtises, il y a plus de 1441 pièces dans le château de Schönbrunn. Et en fait, il n'y en a que 42 qui sont présentées, fort bien d'ailleurs, pour montrer la vie de cette cour, qui est une cour très libérale par certains aspects. Nous repartons dans le sud, nous sommes à côté de Naples, nous sommes à Caserte, et vous avez de magnifiques jardins. C'est un des plus grands châteaux d'Europe, plus grand château versaillais d'Europe, puisqu'on tient compte du parc et du bâti. Et intéressant au point de vue architectural, il y a une vraie prise en compte du paysage à Caserte, c'est-à-dire qu'il est totalement intégré dans le paysage, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les châteaux. Il s'est adapté au paysage, alors que Versailles pur, lui, a construit le paysage. Il y a une forme différente.
Voilà le château de Caserte avec le rythme ternaire, la partie centrale, etc. Voilà à l'intérieur la galerie des glaces. Alors, revue et corrigée, un peu style, on va dire, napolitain. On repart dans le nord, on va en Russie, donc nous sortons de l'Europe, là, et c'est le magnifique Peterhof, c'est-à-dire la résidence d'été des tsars, à côté de Saint-Pétersbourg, à côté de Leningrad, autrefois, et vous avez une copie des jardins de Versailles, puisqu'il y a presque autant de fontaines à Peterhof qu'il n'y en a à Versailles, là encore sous réserve 186 fontaines, qui toutes fonctionnent par un système très intelligent qui est un système de gravité et pas un système totalement, hydraulique comme à Versailles, un système de gravité. Donc ce jardin descend un peu en pente. Quand on le visite, ces fontaines s'ouvrent et vous arrosent parce qu'il y a des gens qui sont derrière, comme à Versailles. Et ça à l'époque de Louis XIV, les visiteurs étaient « Ah, je suis arrosé par la fontaine ». Et ça existe toujours aujourd'hui. L'intérieur du château est, voilà, avec les couleurs de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Donc, c'est un château qui est teinté d'italianisme. Hein. C'est un Versailles un peu italien. Et à l'intérieur du château, le château a été longtemps vide. On pouvait simplement voir qu'il y avait des grandes salles absolument vides. Le mobilier a été mis dans le mobilier national. Les révolutionnaires, comme à l'époque en 1789, ont certes cassé, ont certes vandalisé, puisqu'ils ont inventé le mot, mais ils ont aussi beaucoup gardé. Aujourd'hui, Peterhof est à nouveau habité. Et c'est un château qui est extrêmement visité, comme Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg est une ville européenne. Hein. Facilement, elle pourrait être facilement, si elle était dans l'Europe, capitale de la culture européenne. C'est une ville allemande, c'est une ville protestante, c'est une ville orthodoxe, c'est une ville italienne, c'est une ville française par certains aspects. Autre exemple que j'aime beaucoup, c'est un château qui est complètement oublié. Nous sommes au Portugal, nous sommes à Queluz, et c'est un petit Versailles qui est absolument adorable, qui est dans une banlieue épouvantable de Lisbonne, où les abords sont terribles, et quand on arrive là, on arrive dans un petit bijou d'architecture, avec tout de même la forte imprégnation portugaise que l'on trouve, pas forcément à travers les jardins, mais à l'intérieur, avec la présence d'Azulejos, par exemple, et la présence aussi, l'implication de ces grands voyageurs que sont les Portugais. Voilà la salle des glaces, et vous avez la galerie des glaces. Et vous voyez, je vous ai fait ce catalogue pour vous montrer qu'un peu partout, Europe du Sud, Europe du Nord, mais même de l'extrême Nord, et bien sûr Europe de l'Est jusqu'à l'Oural, mais ça ne nous concerne pas puisque aujourd'hui ce n'est pas l'Europe, vous avez un patrimoine européen, un vrai patrimoine européen, d'autant plus européen qu'il a su se teinter chaque fois dans les pays où il est installé de connotations qu'on ne peut pas qualifier de nationales à l'époque, mais qu'on peut qualifier de locales, avec des formes de tradition locale. Et ce patrimoine aujourd'hui, il est complètement historicisé, l'architecture est totalement patrimonialisée, et il fait partie du patrimoine européen, et il est accepté sans autre forme de procès, de manière tout à fait correcte. C'est un exemple de réussite. Il existe effectivement un patrimoine européen qui a été donné par un pays qui avait une identité politique, sociale et économique très forte, qui était la France de Louis XIV et ceux qui lui ont succédé. Et puis ensuite, eh bien, ça s'est arrêté, peut-être au moment où justement il y a eu d'autres identités qui se sont élevées. Donc patrimoine architectural par toute une série, par symbiose, par copie et par adaptation. Et par une adaptation intelligente qui fait que facilement les gens des différents pays ou des différentes régions allemandes pouvaient se l'approprier parce qu'ils y trouvaient un peu de leur identité et un peu de cette identité générale. Deuxième exemple, qui lui est beaucoup plus, on va dire, problématique aujourd'hui, qui pose un certain nombre de questions, qui d'ailleurs peut être très difficile, c'est l'architecture communiste, ce qu'on appelle souvent moderne socialiste. Je ne parle pas de l'architecture stalinienne parce que c'est une vraie, d'abord parce que l'Union soviétique n'est pas en Europe, la Russie n'est pas en Europe, et d'autre part, c'est un vrai courant architectural qui, contrairement à l'image que l'on a pu recevoir, est un courant avec toute une série de critères très précis. Hein, on appelle ça le stalinien gothique aussi, enfin différentes choses. Donc je ne parle pas de ça. Je parle de tout ce qui a été construit à l'époque très contemporaine, 20e jusqu'à l'époque où il y a eu une rupture avec la chute du mur, de ce courant architectural qu'on appelle moderne socialiste.
socialiste qui a eu, bon, des excès, c'est certain, et qui aujourd'hui est très discuté. Si aujourd'hui vous voulez détruire un certain nombre de... Alors les États eux-mêmes sont volontiers destructeurs. Par contre, les gens qui vivent dans du logement social moderne socialiste ou qui ont l'habitude de fréquenter, vous allez voir des exemples, des bâtiments qui ont été construits à l'époque socialiste, sont très déchirés entre faut-il détruire, faut-il réutiliser, comment réutiliser. D'où le mot encombrant. Mais il existe véritablement, on peut qualifier ça d'un patrimoine européen, puisque sur toute l'Europe de l'Est, il y a eu quelque chose d'assez important. Alors bien sûr, ce patrimoine européen, il pâtit en quelque sorte d'avoir beaucoup d'objets que j'ai qualifiés d'exotiques, je ne savais pas trop bien comment le qualifier, comme par exemple l'Institut de la cybernétique et de la robotique à Moscou, 1967, qui est quand même une espèce de chose bizarre, qui bétonnée bien sûr, et qui est là, et qu'on... alors c'est les grandes figures au pied de cela, vous avez cette sculpture, qui aussi n'est pas sans poser problème par le monumental. Autre exemple, un monument qui a été édifié pour les 1300 ans de la Bulgarie, qui aujourd'hui pose problème. Un des grands problèmes, c'est l'abandon de beaucoup de ces choses. Autre exemple, station radio de Bratislava en Slovaquie, 1967, cette espèce de pyramide inversée, qui était le fin du fin, et puis quelque chose qu'on aimait bien, qui est en Moldavie, qui n'est pas encore en Europe, 1981, le cirque de Chisinau, qui est la capitale, qui pose d'énormes problèmes, donc des objets un peu exotiques, un peu bizarroïdes, qui font que, voilà, parfois on se moque un peu de cette architecture. Mais il existe une vraie architecture moderne socialiste qui, elle, est aujourd'hui qui pose de véritables problèmes. Donc, je ne vais pas faire son histoire, vous trouverez ça partout. Je vais vous montrer quelques exemples et en particulier, j'ai utilisé 2 cas parce qu'on ne peut pas se démultiplier. Le cas de l'Allemagne et de Berlin, qui est une ville qui est très interrogative pour beaucoup de choses, et le cas aussi de la Bulgarie. Alors là, c'est le quartier d'Adlershof, Jekyll et Mr. Hyde, parce qu'il y a les 2 visages en quelque sorte de ce quartier, le futur qui est au milieu de nulle part en quelque sorte, qui n'est pas réinjecté. Voilà l'image de ce quartier à l'époque de l'Allemagne de l'Est, avec un peu lugubre, il faut quand même bien le dire, Adlershof, voilà, avec la carte postale où on vous présente à l'époque les réalisations architecturales. Et voilà, alors ce quartier a été largement rasé de la part de l'État de la RDA, de la RFA, enfin de l'Allemagne tout court, et voilà, vous avez une image. Alors, il est intéressant ce quartier, car c'était un quartier où il y avait le centre d'espionnage de la RDA, la Stasi, les archives de la RDA qui étaient installées là, et ce quartier a été effacé. Certains diront non, parce qu'on a installé des laboratoires de recherche, on a installé des start-up, voilà, on a installé des laboratoires de recherche à la place des archives. Il y a une forme, on va dire, d'intégration d'un passé. Bon, c'est très discutable. Et aujourd'hui, à Berlin, la ville explose tellement qu'elle se pose, voilà, à la place de la Stasi, vous avez ce bâtiment qui est un bâtiment de recherche. Il y a 12 laboratoires, très très gros laboratoires, qui sont tous sur des techniques de pointe. Et en plus, vous avez à côté d'eux, bien entendu, la présence de grandes entreprises qui ont été mécènes pour reconstruire le quartier. Et aujourd'hui, ce quartier pose plus du tout de problème. C'est un quartier qui intellectuellement est très vivant. Il y a une sorte de vie boostée à l'intérieur de ce quartier qui est très intéressante. Autre exemple, donc les grandes avenues, aussi bien l'Alexanderplatz que la Karl Marx allée, qui, voilà les images avec ces bâtis bétonnés dont certains répondaient à des demandes de logements sociaux parce que Berlin est une ville qui a beaucoup souffert pendant la Seconde Guerre mondiale, donc forcément il fallait reloger les gens, qu'on soit à l'Est ou à l'Ouest d'ailleurs, hein, et vous avez la tour de la télévision là qui est toujours là et qui était visible absolument de partout. C'était la modernité à l'intérieur, donc une architecture moderne socialiste, vous voyez le nom, le nom, et puis c'était les lieux aussi où il y avait des grands rassemblements. Voilà aujourd'hui cette place et l'allée, on la verra plus loin, l'Alexanderplatz, la voilà.
vous l'avez un petit peu plus près, elle a été reprise en main par des grands groupes et elle sert vous avez là des hôtels, toute une série d'éléments qui font le patrimoine de Berlin d'aujourd'hui, autour d'une modernité aussi, mais d'une modernité qui a beaucoup quand même rasé. Et alors le comble du comble, en plein milieu qui était anticapitaliste, vous avez l'installation de commerces, de grandes surfaces, de grands complexes commerciaux qui sont des odes et des poèmes destinés à la consommation, dont le fameux Alexa, et il y en a d'autres à Berlin. Voilà la Karl Marx allée, pour vous montrer comment c'est. Et aujourd'hui, c'est devenu une allée, une grande avenue extrêmement verte, on a gardé quand même, une grande partie, Berlin a gardé, pour des questions tout simplement de logement, parce que les gens sont aussi attachés, ceux qui sont logés dans ces logements dits sociaux de la modernité socialiste, sont attachés à leur logement, et il y a eu quelques réactions qui ont fait qu'on n'est pas allé plus loin, et d'autre part, dans la mesure où certains quartiers étaient utilisés pour l'économie et pour le commerce, on a laissé courir là-dessus, et vous avez cette grande allée qui servait au grand défilé, bien entendu, et qui a gardé son nom d'ailleurs, alors qu'à Berlin, un certain nombre de rues ont été débaptisées, celle-là a gardé son nom. Donc c'est l'exemple de Berlin, avec ce moderne socialiste installé, mais revu et corrigé à l'époque, avec tout de même des choses qui sont gardées. Autre exemple du moderne socialiste, beaucoup plus critiquable, mais encore une fois, alors je reparlerai de Berlin tout à l'heure avec le Palais du Congrès, c'est autre chose, c'est un autre problème. Le poids du passé et l'existence d'un patrimoine européen de l'Europe de l'Est se constate aussi en Bulgarie avec Buzluđa, je ne sais pas si je prononce bien, qui est une sorte, on appelle la soucoupe volante, une sorte d'ovni, qui était la réunion, enfin le Parlement, où on se réunissait à l'époque, qui est donc extrêmement bétonné, qui a une forme qui est assez originale, qui est visible de très loin avec l'étoile rouge bien sûr. Tout ça était financé en grande partie par l'Union soviétique, puisque la Bulgarie est un satellite. Et voilà l'intérieur qui est totalement dégradé. Vous voyez la faucille et le marteau. Voilà l'intérieur qui est totalement dégradé. Et vous avez un certain nombre, et en particulier les fresques, des fresques qui ont une qualité esthétique. Bon, on aime ou on n'aime pas le béton, on aime ou on n'aime pas le type de production. Néanmoins, vous avez aujourd'hui véritablement une politique de la table rase, c'est-à-dire qu'on supprime en Bulgarie volontiers ce patrimoine européen de l'Est, d'accord, mais on le supprime, et vous avez en particulier Docomomo International qui fait souvent des efforts considérables pour pouvoir sauver ce patrimoine à titre et l'intégrer dans l'histoire de la Bulgarie. Parce que l'erreur est là, c'est un patrimoine d'une histoire européenne qui a existé, ça n'est pas une parenthèse, et il faut l'intégrer. Malheureusement, aujourd'hui, je parle en tant qu'historienne, malheureusement aujourd'hui, vous avez une politique qui est la politique de la table rase, et avec souvent des effets qui sont des effets négatifs pour l'histoire, fait partie de l'histoire de l'architecture. Voilà, le bâtiment a été totalement vandalisé, extrêmement dégradé, il était visible de loin, on dit c'est un ovni. Un autre exemple en Bulgarie, à Sofia, c'est le boulevard Vitocha, qui était un boulevard qui a été, donc là c'est une photographie très ancienne, avant même l'ère communiste, et ensuite il y a eu toute une politique de construction du moderne socialiste, ces bâtiments bétonnés où on peut peuplait des gens, et le gouvernement bulgare a décidé d'en faire quelque chose d'un peu insipide, c'est-à-dire quelque chose qui va replonger dans le passé, revenir à cette époque-là, pour réinstaller l'époque où il y avait une influence ottomane, une influence royale, etc. Et c'est devenu une grande avenue, comme on en voit beaucoup dans de grandes capitales européennes, en lui gommant, par exemple, ce qui reste dans la Karl Marx allée. Alors, je ne suis pas du tout communiste et je ne défends pas cette architecture, mais je suis historienne et je dis que là, il y a sur le plan de l'architecture européenne un véritable problème. Faire table rase d'un pan d'histoire d'architecture, c'est quelque chose qui est souvent... voilà, donc on a reconstitué l'avenue Vitocha du 19e et du début du 20e, voilà, en reconstituant ces bâtiments 13 années 30 qui étaient au détriment des autres. Là revoilà. Donc certains Bulgares, il y a beaucoup d'associations d'architectes
architecte bulgare qui essaye de dire il faut intégrer une architecture intégrée européenne. Alors on a gardé, ils ont gardé le palais des congrès pour en faire, parce que c'était occupé par de la culture, et donc lui il a cette architecture un peu massive, un peu, elle a été occupée. Il y a eu un projet qui a été fait d'utiliser un bâtiment, je n'ai pas trouvé de photo, un bâtiment qui était dans le centre-ville, qui était un bâtiment à la gloire du communisme, et il y a eu un projet de jeunes architectes pour dire on va mettre des écrans pour y installer, y faire passer des messages, mettre des vidéos, et ce projet a été retoqué au profit d'un projet commercial pour faire passer de la publicité, tout simplement. Donc là aussi, détournement d'un problème. Par contre, vous allez, en 2019, la petite ville de Plovdiv est soi-disant créée capitale européenne de la culture. Et cette petite ville, elle est très significative de ce qui se passe en Bulgarie par rapport à ce patrimoine européen du moderne socialiste. Voilà la petite ville. Et on commence à parler de l'amphithéâtre romain, des maisons du Moyen-Âge. Ça, c'est extraordinaire comme petite ville, c'est un petit musée vivant. Des maisons dites de la Renaissance, post-Renaissance, avec des imbrications, avec du modernisme des années 30, avec des restes architecturaux, et toute la partie moderne socialiste est complètement oubliée dans cette politique de capitale culturelle européenne. Donc là, il y a quelque chose qui est assez, on va dire, troublant. Certes, c'est pas, il faut aimer, mais bon, ça fait partie de l'histoire de la ville. On ne peut pas faire table rase du passé, parce qu'on ne sait jamais où on va quand on ne sait pas d'où on vient. Voilà. Et puis, vous avez une petite ville à côté, à côté de Sofia, qui s'appelle Dimitrovgrad, qui est une petite ville qui a été une construction qui pourrait être une espèce de musée du moderne socialisme et de la Bulgarie communiste. La ville a été fondée en 1947 à la suite d'une décision du gouvernement communiste de l'époque par des brigades spéciales baptisées du nom du dirigeant communiste Dimitrov, et la date officielle c'est 2 septembre 1947. Et pendant plusieurs années, on a construit de manière intensive la ville, et 3 villages qui existaient furent réunis pour former cette ville. C'était de montrer une vitrine, en quelque sorte, du régime communiste et un centre industriel moderne. Voilà des exemples. Et cette ville est complètement, on n'en parle jamais, mais elle pourrait être une vitrine architecturale de ce qu'on appelle le patrimoine architectural du moderne socialisme. Voilà, 2 exemples différents, mais en définitive temporellement différents, spatialement différents. Europe de l'Ouest qui va vers l'Europe de l'Est, Europe de l'Est qui reste à l'intérieur de ses frontières politiques. Dans un cas, une patrimonialisation, une muséification, mais même acceptée par des régimes qui ne sont pas ceux de l'Europe de l'Ouest, et de l'autre côté, un gommage en quelque sorte d'un patrimoine qui a été pour une grande partie de l'Europe de l'Est un patrimoine européen, et une identité européenne. Certes contestée, certes balayée, mais faire partie. Donc pas d'intégration dans une histoire. Donc peut-on parler, on parle nous, historiens et patrimonialistes, d'un patrimoine européen, mais pas les pays qui les supportent. Alors des questions, et ces questions qui sont patrimonialisation et réintroduction dans l'histoire, destruction, table rase, restauration, réhabilitation. Et on va d'abord commencer par la patrimonialisation et la réintroduction dans l'histoire. Et j'ai trouvé un exemple qui est absolument extraordinaire et qui montre que ce patrimoine, il peut encore exister. Et il peut même être utilisé pour montrer qu'on avance dans l'histoire. Cette première, c'est le monument de l'armée soviétique à Sofia. Alors c'est lourd, c'est l'architecture, on va dire, communiste, la sculpture communiste dans toute sa splendeur, le soldat, la travailleuse, le travailleur, etc. En Bulgarie, la plupart des grandes statues ont été toutes enlevées et mises dans un musée national bulgare, un immense parc où vous avez des statues qui font 25 mètres de haut et autres, que personne ne visite, ce musée qui est un peu à l'écart, mais ils l'ont pas complètement détruit, ils en ont fait exploser certaines, celle du fondateur et d'autres. Et voilà le fameux monument, donc à la gloire des soldats, et voilà le détournement qui a été fait par des groupes, et donc avec battrages,
avec une forme d'occidentalisation assez extraordinaire, donc en pleine nuit, discrètement, parce que c'est puni, bien entendu, de prison. Quand le gouvernement et la ville voyaient cela, il y avait des équipes de nettoyeurs qui, bien entendu, passaient au Karcher, tout cela, pour faire disparaître. Quelques jours après, paf, ça recommençait, et bien sûr, des photos étaient prises et tout, et vous avez, alors j'ai pas trouvé, parce que j'aurais aimé trouver celui-ci qui est transformé en couleur, je n'ai trouvé que l'autre côté du monument, celui-là, et alors je ne vous dis pas, dans les journaux, c'était un déchaînement de violence contre des vandales qui vandalisaient un monument historique. La mémoire bulgare envoyait de toutes les couleurs, c'est le cas de le dire, et vous avez véritablement, c'est une honte par rapport aux constructeurs, enfin aux créateurs, aux sculpteurs, etc. Et puis, vous aviez quelques groupes, souvent des groupes d'ailleurs de jeunes, on va dire, de jeunes designers avant la lettre, qui reprenaient courage et réinstallaient la peinture. Vous avez, à Prague, vous aviez un char russe qui a été peint en rose et qui subsiste encore, qui a été resté, ce n'est pas le cas de la Bulgarie. Donc là, il y a une véritable appropriation d'un patrimoine, détournement de ce patrimoine et réutilisation de ce patrimoine. Et là, il est encore vivant, bien entendu. Et quelque part, ça veut dire qu'il peut supporter ce genre de choses. Alors, deuxième exemple, là, qui est beaucoup plus ennuyeux, celui-là était en quelque sorte amusant. Le deuxième exemple, c'est l'exemple en Allemagne, je reprends Berlin, et là, vous avez une photo qui vous représente en bas, avec les plaques très modernes, le palais du peuple de Berlin, qui est en fait l'Assemblée nationale, et vous avez en haut le château des Hohenzollern, qui a été détruit donc en 1945, les Hohenzollern, la grande famille princière prussienne, et vous avez les deux aujourd'hui, donc le château détruit et le palais. Et je vais vous passer, pour que vous compreniez un petit peu, donc ce palais de la République, dit palais de la République, donc palais du peuple qui abritait le Parlement est-allemand, était lui seul un symbole. Il a été fermé dans les années 1990 parce qu'il avait de l'amiante, soi-disant, donc après la chute du mur et la réunification, et c'est vrai qu'il avait de l'amiante, comme beaucoup de bâtiments d'ailleurs, comme ici aussi, il faut désamianter la plupart de ces bâtiments, et en 2003, le Parlement a voté sa destruction, la destruction du Parlement est-allemand. Et je vais essayer, je pense que ça va marcher, mince. Vous passez un... J'ai travaillé ici comme musicien. C'était le festival de la jeunesse. C'était très très grand, fantastique. La mémoire est-allemande foisonne de témoignages sur ce haut lieu de la vie sociale et politique du temps d'Erich Honecker. Qui n'a suivi un congrès du parti, fût-ce le parti ONI? Qui n'a commenté un mariage ou applaudi un spectacle donné dans la salle polyvalente? Ce n'est pas que les gens de l'Est soient particulièrement fiers de ce passé, mais c'est le leur.
donc c'est une image qui est assez œil pour œil, dent pour dent. Or, les deux, que ce soit le château de Hohenzollern comme le palais de la République, font partie de l'histoire. Alors, vous avez d'autres exemples. Vous avez à la même époque, dans les années 2002, je ne sais pas s'il y a des cinéphiles, il y avait un film qui s'appelait Goodbye Lenin, que vous avez peut-être vu, où la mère de l'acteur principal, enfin un fils, voit sa mère sombrer dans le coma. Elle y reste plusieurs mois, 6-8 mois, je ne sais plus. Et comme il ne veut pas la traumatiser quand elle va se réveiller du coma, et comme il y a eu la chute du mur et que Berlin a été transformé, il va reconstituer une espèce de vie comme on vivait sous la RDA, dans l'appartement, avec la complicité de tout un tas de copains, de la chorale où sa mère chantait, je crois, et il va gommer, parce qu'il se dit, elle ne reconnaîtra plus la vie. Elle ne reconnaîtra plus la vie. Et c'est exactement à la même époque que vous avez... C'est exactement à la même époque que vous avez tous ces... donc ce film Goodbye Lenin intervient exactement à la même époque. Alors vous avez d'autres exemples de rejet, d'autres exemples d'abandon en quelque sorte, et parfois c'est... Alors je juge pas de la qualité architecturale du palais de la République, pas plus que du palais de Hohenzollern, mais reconstruire à l'identique un palais qui a été rasé par les Russes, donc c'est l'histoire, pour construire le palais de la République, il y a quand même quelque chose qui pose problème. Hein, et qui fait qu'on se met à rêver en disant il peut peut-être garder les deux, une partie le château, une partie... Bon, vous avez d'autres exemples. C'est l'exemple en Roumanie. Alors, il y a des associations, souvent d'ailleurs d'architectes, de jeunes architectes, qui se groupent et qui montent des projets de défense, alertent un peu, sensibilisent la population. Là, vous avez un restaurant qui s'appelle le restaurant Néon en Roumanie, qui est typique de l'architecture moderne socialiste. Et ce restaurant, qui a eu une grande gloire à une époque, est totalement abandonné. Autre exemple intéressant, je reviens un petit peu comme affirme Innis, c'est de l'habitat social. Vous avez à Hallneustadt cet ensemble-là, et que les gens, un peu comme dans les grands ensembles de Beaulieu, par exemple, ou même du Corbu, ne veulent pas quitter, et que l'État, la ville, voudrait récupérer pour en faire des centres technologiques ou autres, ou des habitations. Et vous avez voilà un détail de cette lieu. Donc à la fois le fait qu'on ne peut pas empêcher par exemple de rénover sans concertation les habitats, qu'on ne peut pas empêcher les gens de rajouter des verrières sur les balcons, il pose une question d'existence de la part de la municipalité, et il pose une question d'usage aussi à l'intérieur de cela, tout en étant dans un courant moderne socialiste. Autre exemple, l'Institut de mathématiques de Bucarest, là on repasse en Roumanie, et puis dans un quartier qui s'appelle le quartier de Georgeni, qui aujourd'hui devient un quartier un peu bobo-branché à Cluj, Napoca, et où vous avez là aussi un quartier très vert, où vous avez, parce on a complanté ces grands ensembles, et où vous avez parfois des réactions des gens qui y habitent en disant mais moi je m'en fous que ce soit du patrimoine, que ce soit de l'architecture moderne socialiste, moi j'y suis bien, j'y reste, et puis je veux pas qu'on le détruise, et uniquement parce qu'au fond ils y vivent correctement. Troisième petit point, parce que je ne veux pas tenir le micro longtemps, restauration, réhabilitation, réinvestissement, et vous avez l'exemple à Varsovie du Palais de la Culture. Ce Palais de la Culture qui a été financé en grande partie par l'Union soviétique, ce Palais de la Culture qui est considéré comme une pâtisserie baroque par certains, ils l'appellent le gâteau, hein, avec des étages successifs, une pièce montée en quelque sorte, et il a été sauvé par le patrimoine lui-même. Je veux dire par là que ce n'est pas l'architecture qui l'a sauvé. Il se trouve qu'à l'intérieur, dès que la Pologne a obtenu sa forme d'indépendance, il y a eu toute une série d'activités qui se sont collées, et des activités un peu transgressives, qui se sont collées dans ce palais de la culture, qui ont fait qu'au fond, on l'a gardé. On l'a gardé, même si certains considèrent que c'est pas beau, même si certains considèrent que c'est une trace du passé communiste qu'on voudrait éradiquer complètement. Donc beaucoup de choses ont été détruites, mais au fond, c'est le patrimoine culturel qui est celui de tous les jeunes et moins jeunes de l'Europe, qui a permis de sauver en quelque sorte ce bâtiment. Un autre exemple, c'est la bourse de Varsovie,
Donc là aussi, ce bâtiment a été sauvé de la destruction parce qu'il était question de le raser. Vous aviez plusieurs premiers ministres polonais qui disaient Carthage doit être détruit, donc il y a des choses qui doivent être supprimées, rasées. Et c'est aussi soit des réhabilitations en habitat, soit des réhabilitations économiques où on dit mais ça peut être rentable de l'utiliser pour des grandes surfaces ou autres, qui font que ce palais, cette bourse de Varsovie a été sauvée. Donc la grande question, c'est comment arriver à sauver ces immeubles. Les associations de défense en sont là, pour à la fois les sauver parce qu'ils font partie de l'histoire architecturale européenne, mais en même temps les sauver parce qu'ils font partie de l'histoire nationale, même et comment les intégrer en quelque sorte dans l'histoire nationale. La restauration, ça marche très peu. D'autre part, on se rend compte que de restaurer ce type de bâtiment aujourd'hui sur le plan énergétique et développement durable, c'est épouvantable. Ça coûte plus cher pratiquement de les reconstruire que de les reconstruire. Donc c'est très énergivore, ça coûte très très cher. Là, il faudrait que les architectes en parlent, je suis assez mal placée. Donc très souvent d'ailleurs, les destructeurs amènent cet argument. Mais par contre, si on arrive à trouver des mécènes, si on arrive à relancer en quelque sorte la machine, on peut les garder quand ils sont aussi et quand la population pense qu'ils font partie de l'histoire. Vous savez, Varsovie, le vieux centre de Varsovie, a été détruit pendant la guerre et on a reconstruit le Varsovie du 18e. On n'a pas reconstruit le Varsovie du 19e et du début du 20e, qui était le Varsovie juif. Hein. Donc on a reconstruit le Varsovie du 18e à l'identique, c'est remarquable. Mais il y a tout un pan de l'histoire qui a été complètement, et pas seulement juif, mais également polonais, qui a été supprimé. Parce qu'on voulait raser ces traces d'un passé très dur, bien sûr. Mais en même temps, à partir du moment où vous rasez ce passé, vous n'acceptez pas qu'il fasse partie de votre identité nationale et donc de l'identité de l'Europe aussi. Alors pour terminer, 2 phrases. La conservation des monuments du passé n'est pas une simple question de convenance ou de sentiment. Nous n'avons pas le droit d'y toucher, ils ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à l'histoire. Voilà, John Ruskin, qui a écrit Les 7 lampes de l'architecture, ouvrage remarquable en 1850, qui est très prémonitoire d'un certain nombre de choses. Et enfin, la dernière, qui est de Robert Schuman, un des fondateurs de l'Europe. L'Europe, avant d'être une alliance militaire ou une entité économique, doit être une communauté culturelle dans le sens le plus élevé du terme, quelle que soit la culture, surtout quand cette culture est partagée, même si on ne l'apprécie pas, par plusieurs parties d'Europe. Voilà. Oui, c'est par rapport aux bâtiments communistes, donc d'architecture communiste. Et en fait, moi, ce que je me demande, si il n'y a pas certains pays qui ont droit aussi à l'ingérence. Je pense par exemple à l'Ukraine, qui ces dernières années, ces derniers mois, ont détruit pas mal de patrimoine communiste. Mais en même temps, c'est tout à fait compréhensible dans la situation politique où ils sont dans laquelle. Et c'est normal aussi pour eux de refuser quelque part cette association avec la Russie qui, pour eux, leur est très préjudiciable. Et voilà ce que je me pose la question, c'est est-ce que des fois, est-ce qu'il n'y a pas le droit à l'ingérence, à la destruction et à l'oubli pour avancer vers quelque chose de neuf? Peut-elle construire une identité forte et peut-elle se construire si elle a ses parties d'amnésie à partir de peut-être ouais. Je comprends que je dirais l'Ukraine a souffert du système communiste. Elle souffre encore aujourd'hui. Elle souffre encore. Vous avez l'exemple de la Moldavie. La Moldavie est complètement déchirée entre des pro-soviétiques et des pro-européens, et au milieu vous avez un patrimoine qui est complètement déchiré entre les deux. Le cirque, le fameux cirque de Moldave que je vous ai présenté est un exemple caractéristique. Personne n'y touche, on le vandalise, on le dégrade, parce que c'est un exemple du moderne socialiste, il vaut mieux dire d'ailleurs que communiste, du moderne socialiste, et en même temps, c'est quelque chose que les Moldaves pro-européens voudraient garder comme témoignage de leur histoire, parce qu'ils n'ont pas non plus quantité de choses, donc il y a fait des déchirements. Et il n'y a pas de ligne politique, il n'y a pas de projet politique et il n'y a pas de projet politique peut-être parce que justement, ce n'est pas intégré à l'histoire européenne. Donc je ne comprends pas pourquoi très bien, ils veulent marquer leur propre...
Je voudrais juste continuer en fait sur la question quand même qui a été posée, parce que l'argument que j'ai cru sentir plusieurs fois, c'était en fait voilà, l'histoire. Il faut garder l'histoire, mais ni l'histoire ni la mémoire ne se réduisent au patrimoine. Je veux dire, c'est pas la destruction d'un bâtiment, et je suis ni pour ni contre, mais c'est pas la destruction d'un bâtiment qui obligatoirement doit refléter un refus de l'histoire ou un refus de la mémoire. Je veux dire, même si dans bien des cas c'est ça, mais je ne sais pas si du coup il y a besoin absolument d'être si catastrophé, on va dire, quand oui, une société ou une entité décide à un moment donné de raser des bâtiments qui ont une valeur historique. Mais ben voilà, c'est ça. Je voulais effectivement sur la notion de table rase, le peuple a droit de raser et de faire ce qu'il veut, mais je prends le cas, ce que je connais de mieux, le cas libanais à Beyrouth. Il y a eu la table rase après la guerre parce que le centre a été rasé complètement pour refaire du renouveau qui montre la réunification du peuple libanais pour les apparences et tout. Ça a été un choix, on peut dire, mais qui n'a jamais abouti. Du genre, on n'est jamais, le centre n'a jamais réunifié le peuple. Et par contre, avec la table rase et la décision qui a été prise, le peuple n'est plus au centre. Il est dispersé. Il n'y a plus de. On préfère garder cette partie de l'histoire à part, ne pas se. Genre, ça ne fait pas partie de notre propre histoire, de notre identité, ce qui n'est vraiment pas comment dire, ce qui n'est pas la solution au problème. Donc, je trouve que personnellement, faire avec cette histoire, même si elle est moche, c'est comme ça, on est des humains, on fait du bien et du mauvais. C'est une partie de notre histoire qui doit faire partie de cette évolution. Donc, se baser sur la continuité pour faire une évolution et non pas
contraire cassé. Mais quand même. Non, je suis entièrement d'accord avec toi, mais en fait, je pense qu'il faudrait juste faire une différence quand même entre effectivement la table rase et le choix ponctuel parfois de raser un bâtiment, c'est-à-dire pas toutes les traces d'une architecture, d'une identité, d'une histoire. Enfin, c'est bien sûr que si on parle de tabula rasa, oui, là, on efface une histoire. Non, mais je pense que c'est surtout là. Oui, déjà, c'est la question de qui. Et c'est la question de dans quelle quantité aussi. Enfin, tu vois, il y a une question. C'est toujours pareil, il faut laisser des traces. Mais de là à vouloir tout conserver ou tout raser, il y a, je pense, un juste milieu qu'on peut trouver quand même. Et c'est vrai que l'exemple de c'est Beyrouth, il me semble, ouais, le fait qu'on rase en fait littéralement. Tout un patrimoine, en l'occurrence, au nom d'une certaine modernité ou voilà, nouveau quartier et tout. Oui, ça, c'est, je pense, très grave en termes de mémoire et d'appropriation de l'espace par les populations. Mais encore une fois, je pense qu'il y a un juste milieu entre tout raser et tout garder, c'est tout. Moi, j'aimerais intervenir au niveau de l'architecture post-socialiste. Dans ce discours sur l'importance, ou bien le rôle de la table rase et tout ça. Je pense que ce type d'architecture, je trouve très intéressant. Il est assez important de ne pas vraiment complètement raser, mais il faut voir parce qu'au niveau du choix, là, c'est la question sur quelle histoire à adopter. Quelle histoire commune à adopter pour l'Europe? Là, c'est le problème. Si on arrive à adopter une histoire commune de la guerre, de la post-guerre, de l'Europe, on arrive vraiment à adopter et à s'approprier ce patrimoine qui est polémique entre les nations. On ne pourrait pas intervenir au niveau européen dans un cas qui est très local. Là, ça tombe toujours sur le choix du peuple. C'est tout. Merci. Contrairement... Parce que là, on est en train de parler plus ou moins comme si c'est un récit national ou un récit historique qu'on doit remettre en question et qu'on doit parler. Et par contre, personnellement, on va dire qu'un et seul récit n'existe pas. Remettre le tout sous un chapeau national ou international ou européen n'est pas question. Ce qui m'appartient n'appartient pas effectivement à quelqu'un d'autre. Donc pour moi, se mettre d'accord sur un seul récit peut créer en lui-même une polémique encore plus grande que le... On va terminer par là, mais j'ai insisté surtout sur les aspects versaillais. J'ai bien insisté pour vous montrer que chaque fois, il y avait une adaptation. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est un vrai patrimoine européen, celui-là. Parce que chaque fois, l'État de Bade-Wurtemberg, la Rhénanie, la Westphalie, ont adapté en fonction. Et la patrimonialisation a été d'autant plus facile à ce moment-là. Donc il y a un respect à la fois d'une forme d'Europe et en même temps, de la part des élites, on est toujours d'accord, et en même temps, il y a un respect de la petite nation, un respect du territoire. Voilà. Et je pense que... Dernière question, parce que sinon... Merci madame. Moi je veux rebondir plutôt sur la perception de population locale en fait. Parce que ce qui s'est passé en Europe aujourd'hui, c'est exactement ce qui s'est passé dans certains pays africains après la colonisation. La plupart des pays ont estimé que c'était pas très intéressant de conserver le patrimoine architectural issu de la colonisation parce que tout simplement ça faisait en fait une sorte de hymne à la gloire, à la colonisation, et certains pays ont tout simplement rasé cela. Et ce qui est intéressant dans le cas africain est que non simplement au niveau politique, il y a une décision au niveau politique, mais au niveau de la population, en fait, la population a adhéré à cette façon de faire. Pourtant, en Europe, en suivant ce que vous avez eu à projeter aujourd'hui,
certaines populations locales ont une sorte de nostalgie, ont un ressenti. Et du coup, ça crée un clivage. Et je pense que pour le cas européen, il faut aussi tenir compte de ressentis de populations européennes au risque que ça arrive à créer des tensions entre les populations. Voilà, ce n'est pas simplement au niveau de politique, mais au niveau de population également, il faut en tenir compte. Voilà ce que j'allais un tout petit peu dire. L'histoire coloniale est aussi à intégrer dans les deux, de chaque côté dans l'histoire nationale de chaque pays. Et ça explique l'histoire d'Eurasé, oui, bien sûr, mais elle doit être intégrée. Auquel cas, comme disait